chaque semaine, je regarde, il y a des estimations de Wall Street qui descendent, les estimations de PIB américain revues à la baisse. Et j'ai commencé à investir en 2018, donc en plein milieu de mandat Trump. Et c'était violent comme mandat, parce qu'on a eu des menaces de tarifs toutes les semaines. Hello Christophe, bienvenue Salut. pour une seconde fois sur la chaîne. Le premier épisode a très bien fonctionné. L'audience a beaucoup apprécié. Certains ont même demandé un second épisode. Donc, d'où la raison d'enregistrer celui-là. La dernière fois, on s'est surtout concentré sur ta stratégie, comment tu sélectionnais des actions, etc. Donc, j'invite tout le monde on va le mettre en description, à aller revoir cet épisode si c'est surtout ça que vous voulez découvrir ou si vous ne connaissez pas encore Christophe. Pour les autres, aujourd'hui, on va surtout parler du marché, parce que ça fait quasiment 10 ans que tu investis. Tu génères à peu près 25% par an sur cette période en bourse, majoritairement marché américain sur ton portefeuille. Et avec toutes les incertitudes avec Donald Trump, etc., beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce qu'il faut continuer d'investir aux États-Unis? Est-ce qu'il ne faut pas continuer? Comment on appréhende ça aussi? Parce que pour beaucoup qui ont commencé, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à investir après le Covid. Donc, ils ont eu la baisse de 2022 qui a duré qu'1 an, mais ils n'ont pas eu des baisses plus puissantes. Ils n'ont pas encore l'habitude de tout ça. Donc, toi qui aurais potentiellement eu un peu plus l'habitude, ce sera bien d'avoir un petit peu ton avis, tes recherches que tu as pu faire là-dessus et tout ça. Ouais, volontiers. Merci de me recevoir. C'est des très bons sujets et ravi d'en discuter avec toi. Merci à toutes les personnes qui ont vu l'épisode 1. Je lis tous vos commentaires et j'apprécie vos retours. Donc, nous voilà pour un épisode 2. Magnifique. Bon, on va commencer avec une première chose. C'est comment est-ce que toi, tu ressens l'économie depuis le début de l'année? Parce qu'on est c'est un peu particulier, surtout avec l'univers médiatique et tout ça. Comment est-ce que tu ressens la chose de ton côté par rapport à ce qui se passe justement depuis le début de l'année? Quand on était en 2024, l'année dernière, et que on a appris que Trump allait être élu, qu'on allait avoir une nouvelle administration US, tout le monde s'est dit, OK, les marchés vont être beaucoup plus volatiles, on aura beaucoup plus de tweets sur Twitter, sur X, on aura beaucoup plus de volatilité, de menaces sur les tarifs, et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est un épisode 2 de ce qui s'est passé pendant le premier mandat de Trump. C'est-à-dire qu'entre 2016 et 2020, également, on a eu pareil beaucoup de menaces, beaucoup de tarifs, beaucoup de changements d'avis récurrents. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc, on a beaucoup plus de volatilité, on s'attendait à beaucoup plus de volatilité et c'est exactement ce qui s'est passé. En novembre-décembre, je crois que les marchés ont explosé parce qu'on a eu une administration pro-business avec Trump qui compte réduire les taxes pour les sociétés américaines. Donc, une administration pro-business, très bien. Et on a eu un mouvement un peu euphorique fin novembre, fin décembre. Et quand on a entamé 2025, le sentiment de marché était très haut. Les gens se disaient, bon, on est parti pour une troisième année d'affilée avec des performances de plus 20% sur l'année. Et il se trouve qu'avec toutes ces menaces de tarifs, tous ces tweets, tous ces revirements de pensée, on est passé de l'euphorie à la crainte, de la crainte à la panique, et on est entré dans une correction de marché il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on est parti d'un sentiment très haut, on a atteint un sentiment très bas. Si on regarde les indices de confiance américains, on n'est pas sur des sommets, hein. Clairement, on est sur des points bas qui sont parfois au même niveau qu'on était en 2022. Donc, les gens ont des craintes de récession, de stagflation, les petits business ont peur, ils importent, ils font leur stock avant les tarifs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus d'incertitudes maintenant dans les marchés. Voilà la grosse conclusion objective qu'on a pour ce début 2025. On passe d'un sentiment de marché qui était explosif, euphorique, plus 20% dans l'année. Tout Wall Street s'attendait à des projections de revenus, de bénéfices énormes. Et là, tout le monde est beaucoup plus craintif, hein. On regarde chaque semaine, je regarde, il y a des estimations de Wall Street qui descendent, les estimations de PIB américain revues à la baisse. Les gens sont beaucoup plus calmes dans les résultats d'entreprise. Les entreprises sont plus conservatives, plus prudentes, on va dire. Donc, et je pronostique que ce sentiment de marché va beaucoup évoluer dans les 4 prochaines années. C'est-à-dire que là, si vous écoutez ce podcast et vous avez peur et vous vous dites que les marchés sont en baisse cette année, peut-être qu'en 2 mois, on va remonter à des all-time highs, à des sommets historiques. Et peut-être que 2 mois après, on va retomber. Et vu qu'on a un monde qui se digitalise de plus en plus, on a de plus en plus de nouveaux acteurs sur les marchés, de nouvelles personnes qui entrent dans les marchés,
tout va se passer beaucoup plus vite. L'échange d'informations est beaucoup plus vite. Il y a des YouTube, il y a des Twitter, il y a des TikTok. Les informations sont divulguées très, très vite. Qui plus est, avec l'IA, ça va de plus en plus vite. Donc, si on a une boule de cristal, je peux pronostiquer ça. J'anticipe des corrections beaucoup plus rapides et des revirements de marché, des rebonds de marché beaucoup plus rapides. Ce serait, ouais, faut être préparé, hein, physiquement et comme Peter Lynch dit, l'organe principal quand on investit en bourse, c'est pas le cerveau, c'est le ventre. Il faut vraiment être prêt à prendre des coups. On prend un moins 10, moins 15% dans le ventre et après en 3 semaines, tout le monde a oublié et c'est remonté à des nouveaux sommets absolus, sommets historiques. Et puis après, 2 semaines plus tard, ça retombe. Ça, voilà, c'est des vraies montagnes russes. Et le but pour 2025, je pense que ce sera le plus important, la thématique la plus importante pour 2025, c'est le risk management, le management du risque. Comment on construit son portefeuille pour minimiser la casse. Parce que si le marché tombe de 10%, et ça va retomber de 10%, c'est assez courant dans les années, certaines actions, au lieu de tomber 10%, vont tomber 25%, vont tomber 40%. Et le but, c'est d'éviter ce genre de situation. Des entreprises beaucoup trop volatiles, pas rentables. Le but est d'éviter la casse clairement pour 2025. Et de manière similaire, opposée dans les mouvements euphoriques, si ou quand ça va rebondir, le but est de ne pas avoir de FOMO, pas avoir de hype quand on a des sommets absolus en disant voilà, on est reparti, euphorie, le marché va monter de 30% cette année. Non, non, vraiment, on va la jouer calme cette année parce qu'on est sur des. Le PI ratio du S&P 500 est à 28, 29, quelque chose comme ça, plutôt élevé comparé à la moyenne. Il y a beaucoup d'optimisme sur les Magnificent Seven, les Google, Amazon, etc. Donc, on n'est pas sur un marché cheap. On n'est pas sur un marché bon marché. Il n'y a pas énormément de deals disponibles maintenant. Il y en a, mais ça ne court pas les rues. Il faut faire la recherche, etc. Donc, je conseille la prudence pour 2025. Comme d'habitude, comme toutes les années, c'est une année incertaine. Personne ne sait ce qui va se passer pendant l'année. Tout est possible. Mais voilà, si vous voulez faire plus de recherches sur la volatilité et Trump et les tarifs, etc., si vous avez investi depuis pas longtemps, je recommande de voir le premier mandat. J'ai commencé à investir en 2018, donc en plein milieu de mandat Trump, et c'était violent comme mandat, parce qu'on a eu des menaces de tarifs toutes les semaines. Sur Twitter, ça y allait, franchement. Il y a eu des menaces nucléaires avec la Corée du Nord. Voilà, donc je pronostique aussi des embrouilles internationales, des menaces de Troisième Guerre mondiale. Voilà, ça va être très actif comme mandat et il faut s'accrocher, avoir un estomac bien solide. Voilà comment je vois le début de l'année. Je pronostique que la volatilité va continuer tout 2025, tout 2026, même au mi-terme américain 2026. Et quand ce ne sera pas les tarifs qui seront un problème, ça sera un autre problème. Ça sera des missiles pour X raisons. Et quand ça ne sera pas ça, ça sera autre chose. On ira de problème en problème. The art of the deal, comme on fait. Beaucoup de menaces, après on se retranche. Beaucoup de menaces, on se retranche. C'est une technique qui a été utilisée pendant le premier mandat de Trump. Et je pense que ça va être utilisé pendant le deuxième mandat de Trump. Pas de surprise là-dessus. Voilà, c'était une longue réponse Oui, et pour puis toi. surtout qu'il n'y a pas de surprise par rapport à Trump. Il a quand même sorti un livre, L'art du deal, où il explique exactement comment il fait. Et là, je ne comprends pas comment autant de personnes sont surprises de voir qu'il fait comme ça, alors qu'il fait littéralement mot pour mot ce qu'il dit de faire dans son livre. Enfin, il n'y a rien de différent. Là, il le fait en public en plus. Et là, il est en train de faire une application concrète de ce qu'il enseigne dans son livre. Donc, j'ai encore du mal, moi, à comprendre pourquoi les gens je n'ai pas envie de dire n'anticipent pas ça, mais sont toujours en train d'être dans le doute et tout ça, où c'est clairement en train de montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire pour négocier un deal. Donc, ouais, ça semble un peu, ça met beaucoup de terreur sur les marchés. Mais bon, comme Monish Pabrai dit, la volatilité, c'est l'ami de l'investisseur long terme. Donc, a priori, c'est grâce à ça qu'il y aura des opportunités à récupérer, qu'il faudra être prêt à sortir du cash pour quand tu auras une entreprise exceptionnelle qui baissera de 20% alors que le marché baisse de seulement 10%. Être capable de mettre tes sous à ce moment-là, parce que c'est là en général où tu fais les bons achats et que tu vas construire une performance sur du long terme. Exact. Si les marchés sont volatiles, ça veut dire que les marchés peuvent tomber de 10 ou 15% en un mois. Ça va vite, un mois. Et c'est pas pendant ce mois-ci qu'il faut faire la recherche d'une boîte. Il faut faire la boîte quelques mois avant, l'avoir digérée, bien savoir et la mettre dans sa liste de courses. Et quand c'est les soldes dans les courses, c'est là qu'on achète. Parce que peut-être un autre conseil à l'audience aussi, c'est
quand les marchés tombent de 10%, 15%, comme on dit, price drives narrative. Quand les marchés tombent de 10%, il y a toujours des super bonnes raisons de vendre, d'avoir peur, c'est pas le bon moment pour investir, alors que justement, c'est les soldes. Mais c'est très contre-intuitif. Et si on regarde YouTube, toutes les miniatures seront rouges. Si on regarde Twitter, il y aura des threads qui vont anticiper une baisse prolongée de 10, 20, 30%. Il y aura des comparaisons à 2008. À chaque fois, c'est la même chose. Et en majorité, à chaque fois, ils ont tort. Parce que si les entreprises sont bonnes et que le monde continue de s'améliorer, la bourse continuera de monter. Donc, il faut être prêt et avoir une discipline. Et au fur et à mesure du temps, on s'améliore. Peut-être qu'on fait une erreur une fois, deux fois, mais après, ça va. Donc, non, ça ira avec le temps. J'ai confiance dans ces marchés. Même la nouvelle génération qui a investi depuis 1 ou 2 ans, qui n'a pas vraiment connu de baisse, s'ils ont une bonne discipline et qu'ils font leur liste de courses correctement, voilà, il faut juste être prêt et ça devrait aller. Ça devrait aller. Ouais. Ça me rappelle un peu je crois que c'était, je sais plus si c'était Bloomberg ou S&P Global qui avait sorti une étude où ils avaient, en gros, c'était le graphique du S&P 500 depuis 1950 ou depuis même 1900. Et il y avait écrit en gros autant d'années d'existence que d'années où c'est pas intéressant d'investir. Et donc tu vois le graphique qui s'arrête jamais de monter. Bien sûr, tu as les baisses de temps en temps, quoi. Mais tu as la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, la guerre d'Irak, les tours jumelles, la dot-com bubble, la guerre en Ukraine, Trump président, la crise des subprimes. Enfin, tu as tous les ans, tu trouvais vraiment une bonne raison de ne pas investir. Et quand tu la vois comme ça, c'est une raison qui est valide. Tu vois. C'est une raison où on se dit, ouais, c'est vrai que c'est pas trop confiant pour investir, quoi. Mais au final, le truc fait son bout de chemin, il fait son 8% par an et ça monte. Donc, ouais, faut être. Est-ce que tu vises des entreprises particulières? Est-ce que ton portefeuille, est-ce que tu l'adaptes un petit peu différemment en ce moment, la répartition vis-à-vis de l'incertitude qu'il y a? Est-ce que tu fais quelque chose de différent sur ton portefeuille? Je vais te dire ce que je fais pas. Déjà, ça va être plus simple. Toutes les entreprises qui sont hypées et dont on prévoit une croissance complètement astronomique, j'évite. Tout ce qui a une valorisation complètement extrême, j'évite. Tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle, l'IA, avec un business model qui n'est pas vraiment prouvé, j'évite. Donc voilà, tout ce qui est très bullish, très agressif sur les marchés, j'évite complètement parce que les marchés sont chers, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de gens. Et pour ce qui est défensif, j'ai dans mon portefeuille AutoZone, j'ai dans mon portefeuille Mastercard. C'est des entreprises qui sont rentables, peu importe la situation économique. C'est des actions qui sont positives. Bizarrement, il y a des rendements positifs quand les marchés baissent. Quand tout le monde baisse, ce sont des actions défensives qui montent. Je recommande à l'audience de regarder la courbe, le graphique de AutoZone, que ce soit en 2022 quand les marchés ont tombé, AutoZone est monté, que ce soit même en 2008 ou 2020, les rebonds sont très rapides. C'est une entreprise qui fait du cash, peu importe la situation économique. Si on est en récession, si on est en inflation, je me suis pas mal renseigné sur AutoZone et tout ce quartier, cette industrie des parties automobiles, auto parts. Et c'est une très bonne industrie, très stable, qui ne va pas être disruptée par l'IA, par la technologie. Ils font leur petit bout de chemin, ils grossissent un peu tous les ans, ils font des rachats d'actions un peu tous les ans, ils augmentent leur earnings per share, EPS, bénéfice par action, tous les ans. Et c'est grâce à ça que l'action monte. Si on regarde le earnings per share d'AutoZone, il a grossi à quoi? Une vingtaine de pourcents dans les 20 dernières années. Devinez quoi? Le cours de l'action d'AutoZone a fait du 20% pendant les 20 dernières années. Parfois, c'est pas plus bête que ça. Donc, j'ai acheté AutoZone en milieu 2024, quand l'action était tombée 10 ou 15%. Et je compte pas la vendre. Même, je suis très content que ce soit ma deuxième plus grosse position maintenant. C'est un pic défensif. Donc, tu posais la question, est-ce que tu ajustes ton portefeuille? Ben, je l'ai fait l'année dernière en 2024, quand les marchés étaient déjà un peu turbulents, un peu euphoriques. Ok, vaut mieux acheter une action défensive qui va pas monter autant que le S&P 500 dans un bull market, mais qui va me sauver la peau dans un bear market. Si on a un remake de 2022, qu'on a
un marché qui baisse de 20%, je sais que ça va bien tenir mon portefeuille. Tous les mêmes arguments sont valables pour Mastercard. Mastercard, qui est un business tellement fort, tellement solide, euh, que rien ne peut l'empêcher de faire de l'argent. Littéralement, qu'on entre dans une récession, stagflation, conflits internationaux, tarifs, Visa et Mastercard sont corrects. Donc, voilà, peut-être qu'on est même prêt à payer un peu de premium pour cette sécurité. Quand j'ai acheté Mastercard, il y avait un PI ratio de 30, quelque chose comme ça. C'est un poil cher. C'est un petit peu plus que le PI ratio du S&P 500 qui est à 28. Donc un petit premium comparé au marché. Mais je le paye volontiers ce premium pour cette sécurité de justement, s'il y a une année du genre 2022 qui arrive encore et que le marché tombe de 20%, j'aurai quelque chose de très très solide, très très rentable. Donc voilà, à part ça, non, business as usual. À part ça, pas de grosses modifications dans le portefeuille. J'ai toujours des entreprises qui sont exceptionnelles, très rentables, qui génèrent beaucoup de revenus, beaucoup de bénéfices, beaucoup de cash flow, qui font des buybacks, qui font des dividendes, et qui sont très solides avec un avantage compétitif et une valorisation qui est convenable. Donc non, la stratégie ou sinon, à part ces deux pics-là qui me viennent en tête, pas de gros changements. Le seul gros aspect du portefeuille, c'est que je n'ai pas de cash. J'investis tout. Je préfère pas avoir de cash. Donc, on parlait de. J'allais te le demander. Voilà, il y a deux écoles. Soit des gens disent il faut avoir une poche de 20% de cash parce que quand ça baisse, on sera prêt. Soit des gens qui disent n'ayez aucun cash dans votre portefeuille. Vous investissez dans des bons business et vous vous laissez emporter par le courant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Est-ce que tu as beaucoup de cash dans ton portefeuille? Comment tu envisages le management du cash pour 2020? Alors, j'ai du cash, oui et non. Parce que moi, c'est assez particulier, c'est que moi, j'apporte du capital tous les mois. Donc, il y a, entre guillemets, automatiquement du cash qui va dans le portefeuille. Donc, l'argent que je gagne, moi, j'en investis une partie. J'essaie d'avoir… En fait, j'ai une double poche de cash. C'est que j'essaie d'avoir plus ou moins, étant donné le fait que je suis entrepreneur, etc., j'ai déjà 6 mois de loyer d'avance, voire 1 an de loyer d'avance en cash pour, pour l'appartement, pour tout ça, parce que dans certains pays, avec ma situation, je suis obligé de payer 6 mois à 1 an à l'avance. Donc, c'est du cash que j'essaie d'avoir toujours à l'avance sur moi pour ça. Ça, c'est du cash que je mets sur des comptes à terme à 3 ou 4%, parce qu'il va être, enfin, c'est parce qu'il est pour ça. Maintenant, s'il y a une grosse baisse de marché, je t'avoue que ce cash, rien à foutre des 6 mois. Au pire des cas, j'irai dans un hôtel pourri. Mais je peux l'envoyer en bourse en cas de problème. Sur mon compte titre boursier, j'ai à peu près 5 à 10% en cash qui est toujours disponible pour investir. De temps en temps, c'est 3 ou 5% parce que je viens de faire des achats, mais c'est plus ou moins autour de 5 à 10%. Et en ce moment, je le considère en cash, mais ce n'est pas du cash. J'ai tout un portefeuille axé dividendes que je suis en train tranquillement de liquider pour le tourner vers mon autre portefeuille qui a pour objectif de battre le marché à long terme. Et donc ça, c'est du cash sans être du cash parce que en fait, régulièrement, dès qu'il y a une opportunité, je vais liquider une position à droite pour l'envoyer à gauche. Donc c'est pas du cash directement, mais c'est ce que je considère moi comme ma ressource de cash pour aller investir dans les opportunités. Donc sinon pur cash, je dirais entre 5 et 15%, 5 et 20% du patrimoine, mais parce qu'il y a ces 10-15% qui sont faits pour payer le loyer et ces 5-10% qui sont là plus pour être envoyés en bourse dès que l'opportunité se présente. Ouais, t'es prêt, quoi. Tu as des cash flows qui sont là, les cash flows sont réguliers, et dès qu'il y a une opportunité, tu la saisis, quoi. Ouais, C'est ça. c'est très bien, hein. C'est très bien. On dit que Après, il y a des moments où j'ai un peu plus de cash quand les marchés sont très hauts. Par exemple, novembre, décembre 2024, j'avais un peu plus de cash disponible parce que je trouvais qu'il y avait un peu moins d'opportunités intéressantes. C'est pas pour autant que j'investissais rien, mais disons qu'au lieu d'investir ma poche de cash d'un coup, je prenais des plus petites positions parce que je trouvais que les marchés étaient trop hauts. Maintenant que je trouve que les marchés ne sont pas trop hauts, mais qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités qui sont à des prix très intéressants, la poche de cash est un peu plus réduite parce que là, ça part plus vite, quoi. Ça part dans des plus grosses positions. Bon market timing. Novembre, décembre 2024, euphorie.
as bien calmé le jeu, donc en 3 mois, ça a été récompensé. C'est ça. Bah, après, c'est calmer le jeu. Je continue d'investir parce que moi, j'ai toujours un peu en tête, c'est limite en fond d'écran, etc., la phrase de Peter Lynch où il dit les gens ont perdu plus d'argent à ne pas investir parce qu'ils pensaient que ça allait baisser plutôt que d'investir et d'avoir pris les mauvaises décisions d'investissement. Parce qu'en fait, souvent, le coût d'opportunité est tellement énorme, le coût de ne pas avoir investi, où on se dit même, OK, les marchés sont hauts, sauf que ce n'est pas parce que les marchés sont hauts que ça ne peut pas encore prendre 50%. Et si ça prend 50% et que derrière, ça perd que 20%, ben, Ça vaut le coup. tu aurais toujours mieux fait d'avoir investi avant, quoi, même si c'était potentiellement trop. Donc, j'essaie de ne pas non plus être trop en cash, parce qu'il y a une seule chose qui est sûre, c'est que tu perds de l'argent quand tu es en cash. Ça, c'est Ouais, sûr, c'est inévitable. Non, il n'y a aucun pays développé où tu as une déflation. Donc, tu perds l'argent quand tu as du cash. Maintenant, voilà. c'est, j'essaie non plus de ne pas tout mettre d'un coup bêtement, mais ouais, j'essaie d'éviter d'avoir trop de cash. Je pense que c'est la pire chose à faire, c'est d'avoir du cash. Surtout que ça vaut rien. C'est pas baqué, c'est pas comme si le cash avait une contrepartie réelle derrière. C'est que de la confiance. Alors qu'une action, a priori, même si ça se passe moins bien et tout ça, tu as quand même des actifs derrière, tu as quand même du cash flow derrière, tu as quand même des produits derrière, tu as des trucs qui ont une réelle valeur, quoi, qui n'est pas Mm. une valeur juste papier. C'est ça. À tous les gens qui regardent cette vidéo, derrière votre écran, je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais il y a de fortes chances qu'il y ait une inflation à 3, 4%, voire plus. Et sur un an, c'est pas grand-chose, mais au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, c'est énorme. C'est énorme. C'est un pouvoir d'achat qui fond et très très vite. On ne se rend pas compte. C'est très sournois parce qu'on se dit 3%, ça va, c'est pas grand-chose. Mais en fait, 3%, 3%, 3%, il y a 10% qui partent, 15% qui partent. Ça va très vite. Ça va très Et vite. surtout que c'est 3% reportés par le gouvernement. Par exemple, les courses, l'alimentaire, c'est pas 3%. L'alimentaire, on est plus à 10-15%. Mm. L'énergie, pareil, on n'est pas à 3%, on est plus à 8-10%. Donc, les trucs qu'on utilise beaucoup et qui sont des gros postes de dépenses pour un particulier, c'est pas vraiment 3% le réel. Également, là, ce qui est très trompeur, c'est qu'on se dit que c'est 3%, mais on ne les voit pas parce que notre argent sur le compte en banque, il y a toujours écrit 10 000 euros, 20 000 euros. Il n'y a Mhm. pas 10 000 moins 3% dessus. C'est juste ce que tu vas faire avec ces 10 000 euros qui ne seront pas pareils. Et la pensée collective de avoir 10 000 euros, ce que je fais avec 10 000 euros, elle évolue beaucoup plus lentement que ce que tu peux réellement faire avec 10 000 euros. Donc, quand tu as tes 10 000 euros, tu dis, ça y est, j'ai 10 000 euros, je peux faire ça. Sauf que c'est ce que tu pouvais faire il y a 5 ans quand tu voulais avoir ces 10 000 euros. Maintenant, tu ne peux plus les faire. Et c'est qu'après que tu t'en rends compte. Donc, il y a toujours ce décalage. C'est pour ça que l'inflation, c'est très vicieux et il faut faire attention. Il ne faut pas garder de cash. Enfin, essayer d'avoir le moins de cash possible. C'est là où je trouve que les US sont quand même très bons par rapport à ça. C'est que leurs comptes à terme sont performants, sont utiles, Ouais, quoi. Quand tu as un compte à terme qui rémunère quasiment à 4,5%, c'est pas mal. c'est pas comme en Europe, quoi. Où en Europe, tu as l'inflation, mais derrière, si tu veux ton compte à terme, tu seras à 2% si tu as de la chance, quoi. Et là, aux Ouais. US, tu as 4%. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir du cash et mettre tout en cash aux US, mais ça te permet déjà de ne pas paniquer, de ne pas acheter en paniquant directement des actions ou des actifs sans les avoir bien compris et sans avoir bien compris l'analyse derrière, quoi. C'est ça. C'est un meilleur coût d'opportunité, quoi. Vaut mieux rester en cash à 4,5% aux US plutôt qu'être à zéro. Ça va, 4,5%. C'est mieux que notre livret A, beaucoup mieux que notre livret A. C'est convenable. On fait du quasi 5% en étant safe et ça nous laisse le temps de ne pas paniquer, comme tu dis, de ne pas se Ouais, précipiter, d'avoir le temps de faire des recherches. C'est convenable, 5%. On peut attendre quelques mois à 5%. C'est un bon coût exactement. d'opportunité. Quelques mois, il faut bien préciser, c'est quelques mois. Tu n'attends pas quelques années à 5%. Tu attends quelques mois d'avoir une opportunité qui va se présenter. Mais ouais, c'est un peu particulier. Comment est-ce que toi, tu gères les entrées de cash dans ton portefeuille? Est-ce que déjà, tu fais des entrées de cash ou alors tu as plutôt un montant et tu gères ça pour essayer de l'optimiser au mieux ou tu fais régulièrement des entrées de cash? Comment tu organises ça? J'ai un portefeuille que je touche pas beaucoup, donc je le laisse Ok. grossir comme une boule de neige. Euh, donc pas vraiment d'entrée de cash. Je réinvestis pour mon business, donc non pas d'entrée de cash là-dessus. Donc pas de market timing. J'aime vraiment pas avoir beaucoup de cash. J'avais beaucoup de cash à l'époque, et j'ai pas du tout aimé parce que la plupart du temps les marchés montent, et la plupart du temps avoir du cash
un drag à la performance, ça pondère vers le bas la performance. Si les marchés montent de 20% et que nous, on a beaucoup de cash, on ne fait pas du 20%, on fait un peu moins, du 14%. Et c'est très frustrant quand ton job principal, c'est de battre le marché. Les gens te filent leur argent pour que tu battes le marché. Donc, avoir du cash te sous-pondère et fait que tu as moins de chances de battre le marché. Et non, j'ai lu pas mal de recherches. Il y a des recherches, bon, peut-être l'audience va être intéressée là-dessus, de Robert Vinal, ou bien François Rochon de Giverny Capital. Les deux disent la même chose. Les deux disent autant avoir le moins de cash possible parce que la formule est. Attends, je me souviens pas très bien. La formule c'est une lettre de 2014 de Rob Vinal. Si jamais vous êtes curieux, vous pouvez chercher ça sur Internet. Il compare le coût du cash, le coût d'opportunité. Si vous pensez qu'il y a un événement de type 2008 qui va venir l'année prochaine, peut-être que ça vaut le coup d'avoir du cash. Si vous pensez qu'il y a un événement du genre 2008 qui va arriver dans les 3 prochaines années, oui, il vaut mieux avoir du cash. Et la conclusion, c'était, si vous pensez qu'il y a un événement du genre 2008 qui va arriver dans les 5 prochaines années, peut-être que ça vaut le coup d'avoir du cash. Si vous pensez que, bon, ça va, on a 5 ans devant nous, il n'y a pas un Armageddon qui va se produire, dans ce cas-là, vaut mieux pas avoir de cash du tout. Donc, voilà ma suggestion. Moi, je ne pense pas qu'on aura un événement du genre 2008 qui va arriver dans les 5 prochaines années. Donc, pas de cash. C'est la formule s'arrête là. C'est un peu compliqué quand même, parce que je doute fort qu'il y ait beaucoup de monde en 2003, du coup, qui se disait que dans 5 ans, ça allait complètement s'effondrer. Parce que là où c'est très vicieux comme truc, c'est que bah, tu es dans une période totalement euphorique. Donc personne ne se dit que ça va mal aller, parce que de 2002 à 2007, c'était probablement une des meilleures décennies, entre guillemets, enfin 500-600 ans pour les États-Unis. C'était exceptionnel. Donc il n'y a pas grand monde, à part Michael Burry, qui s'est dit oula, il y a un problème là-dessus. Donc c'est assez compliqué. Mais ouais, globalement, la conclusion, c'est quand même ouais, si tu ne penses pas qu'il y a un truc de grave qui va arriver là dans un an ou deux, grave, pas de cash, quoi. Ouais, bon, ça dépend de chaque personne aussi, hein. Il y a des gens, ça Ouais. dépend l'âge des personnes, ça dépend l'appétence au risque. Si vous êtes proche de la retraite et que vous avez besoin de votre cash, ou si vous êtes jeune parent et vous voulez acheter un appartement dans 2 ans, 3 ans, bah oui, ça vaut le coup d'avoir du cash. On va la jouer safe, on va pas tout mettre sur des actions spéculatives, c'est trop risqué. Mais si on a le temps devant nous, on peut être majoritairement investi. Ouais. Bon, Et, après, les crashs du genre 2008, ça arrive très peu souvent, hein. Il y avait, j'ai vu ouais. un tableau qui comparait la fréquence des crashs de 10%. C'est tous les ans, ça arrive. La fréquence des crashs de 20%. Ça arrive tous les 3 ans, un truc comme ça. La fréquence des crashs de 30%, 40%, 50%. Et les crashs de 50% arrivent très, très peu souvent, du genre tous les 30 ans, tous les 40 ans. Ouais. Donc, en moyenne, c'est peu probable qu'un événement du genre 2008 arrive. Il y En a moyenne, le, après, c'est possible. je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Bellio. Bellio, il fait souvent des reports comme ça. Il a sorti un tableau super intéressant où c'est le nombre de fois où dans une année, il y a eu un drawdown de entre 10 et 20% Hmm. sur le S&P 500, par exemple. Et c'est assez exceptionnel de voir que quasiment pas tout le temps, mais que très régulièrement, l'année finissait quand même en positif. Qu'on avait régulièrement un moins 10, moins 15, moins 20% sur l'indice dans l'année, mais que malgré tout, l'année finissait en positif, malgré finissait à plus 5, plus 10, des fois même plus 30%, comme en 2020, je crois que ça avait fini à plus 19%, ça avait perdu 30% en 2 mois, et ensuite ça a fini à plus 19%. Hmm. Donc c'est assez fou de se dire qu'il y a cette volatilité. Et on le voit par exemple l'année dernière, 2024, je crois que ça a perdu 15% au mois d'août avec les histoires du Japon, pour au final avoir une fin d'année, un rallye exceptionnel, quoi. Et tout le monde a oublié, hein. Il y a eu une correction de 10% vers avril, il y a une correction de 10% en août. Personne ne se souvient de août, le carry trade, le yen carry trade, où les gens ont paniqué, les marchés sont tombés de 10-15%, la tech est tombée. Un mois après, tout le monde avait oublié, on était à des sommets absolus. J'ai retrouvé le tableau. Est-ce que je peux partager mon écran? J'ai Oui, retrouvé le tableau. Une seconde. Window. Ok, très bien. Bon, tu me dis quand tu peux voir mon écran. là on le voit, ouais. Voilà, c'est ça le tableau avec la fréquence des baisses. Euh, c'est des baisses de intra-year, donc à l'intérieur de l'année, des corrections de marché. Par exemple, on peut voir que
les baisses de 10%, ce qu'on voit en rouge à gauche, ça arrive tous les 1,6 ans, à droite en bleu. Et les baisses de 30%, ça arrive tous les 10 ans. Les baisses de 50%, ça arrive tous les 48 ans. Donc, ça arrive. Et c'est pour ça que, bon, je pense qu'on partage le même avis, les corrections de 10% vont continuer d'arriver. On en a eu une en 2025, on peut en avoir une deuxième. On peut en avoir trois, on peut en avoir quatre, c'est possible. Il y aura beaucoup plus de volatilité dans ces marchés et c'est pas annonciateur d'un crash monstrueux. C'est juste que les marchés sont volatiles. Ouais. Après tout, la technologie change, mais c'est des humains qui investissent dans les marchés. Et si c'est des humains, c'est ce que Howard Marks dit, il y aura de la peur, il y aura de l'euphorie. Tant que c'est de l'humain, peu importe si c'est l'IA qui contrôle les algorithmes, après tout, c'est des humains qui investissent. Donc, derrière les machines, c'est des humains qui les contrôlent. Donc, il y aura toujours des mouvements d'euphorie, toujours des mouvements de peur, ce qui fait que les marchés seront toujours inefficients et on aura ce genre de mini-correction. Donc, pas de panique à bord, comme on dit. Ouais. Et puis l'investisseur qui est en moi et veut cette baisse de 50%, veut ces baisses parce que tu me dis, bon, bah, j'ai 26 ans, une baisse de 50% à 26 ans, j'ai du cash que je peux investir, ça balance. A priori, c'est le truc qui pourrait me mettre bien pour mes 10 à 20 prochaines années. Ça pourrait sceller mon futur, entre guillemets. Donc, il y a d'un côté de moi qui veut cette baisse de 50%, mais il y a le côté entrepreneur, créateur de contenu sur la finance, qui se dit, bah, il faut quand même que le portefeuille il performe si je veux avoir des gens qui achètent mes formations, si je veux avoir des gens qui achètent mes accompagnements et tout ça. Et donc, je me dis, bon, bah, de ce côté-là, peut-être que la baisse de 50%, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'il n'y aura pas grand monde qui voudra apprendre à investir en bourse s'il y a ça qui arrive. Mais le côté investisseur se dit, putain, la baisse de 50%, ça pourrait être une opportunité en or, quoi. Après, on n'en sait rien, peut-être que j'en vivrai une, peut-être que j'en vivrai pas. Warren Buffett, il me semble qu'il a eu 2 ou 3 fois une baisse de 50% sur sa fortune dans sa carrière d'investisseur. On voit où ça l'a amené, visiblement. Déjà, ça ne l'a Ça, pas tué parce qu'à 98 ans, il est encore là. Et en plus de ça, ça ne l'a pas empêché d'avoir un portefeuille qui surperforme pendant 60 ans. ouais, exact. Non, non, il a eu des performances de moins 50, je crois, dans l'année 73-74, il faudra que je vérifie, et 2008 comme tout le monde. Donc, il est toujours là. L'héritage est prêt. Ça fait 10 ans que son héritage, sa succession, pardon, est prête. Il a ses managers qui sont prêts. Il va avoir 95 ans en août. Tout est prêt. Tout est prêt. Vraiment, ça fait 10 ans qu'on s'attend à ce qu'il décède. Ça n'arrive jamais. Décidément, peut-être qu'on va mourir avant lui. On va voir. Tout est possible, mais les crashs de 50% arrivent. Ça fait partie du Ouais. capitalisme, après tout. Non, et puis c'est une bonne chose en général. Ça permet de faire un tri. C'est quand même ce qui permet d'avoir ce que les Chinois appellent, on va dire, en chinois, par exemple, une crise, ça veut dire un renouveau. C'est traduit par les signes de renouveau, entre guillemets, quoi, que c'est le truc pour construire quelque chose de plus grand. Et sans la crise de 2000, Google serait potentiellement pas né, Facebook serait potentiellement pas né, Netflix serait potentiellement toujours en train d'envoyer des DVD par la poste. Les boîtes tech seraient potentiellement toujours pas profitables. Sauf que là, la crise de 2000 a fait un tri sur toutes les boîtes tech non profitables qui servent à rien et tout ça, pour qu'on ait des Amazon qui émergent, pour qu'on ait des Microsoft qui émergent. Enfin, Microsoft était déjà en place, mais pour qu'on ait des Microsoft qui prennent la dimension que ça a aujourd'hui. Pareil pour Apple, pour Google, pour tout ça. Donc, ça peut être que du bon qui en ressort. Et les Américains ont quand même tendance à bien tomber sur leurs pattes. Ce qui me fait penser on entend de plus en plus, et notamment avec Ray Dalio, la décennie perdue, la fameuse décennie perdue où on a on semblerait avoir beaucoup de signaux qui nous disent qu'il y a des chances qu'on soit sur une décennie perdue. Comment tu te positionnes là-dessus? Pas envie de dire, pas forcément d'un point de vue de statistiques, est-ce que tu penses qu'il y aura une décennie perdue, oui ou non, mais plutôt comment est-ce que, si c'est le cas, tu comptes en tirer profit ou te protéger ou quoi que ce soit, et si ce n'est pas le cas, comment tu comptes faire aussi? Ma réponse va être très courte et je vais te renvoyer la balle très vite. On disait la même chose il y a 10 ans, qu'on aurait une décennie perdue. Devine quoi, les entreprises sont meilleures que prévu, meilleures marges que prévu. Les gens pensaient
À l'époque, quand Facebook a fait son IPO, est devenu public en 2012, le stock s'est crashé de 50%. Les gens se disaient, mais c'est impossible, personne ne va regarder Facebook sur son téléphone. C'était la migration de Facebook ordinateur vers Facebook mobile. Et personne ne va regarder, c'est trop petit, les gens ne vont pas regarder ça. Comment on peut mettre des pubs? C'est pas monétisable. On a sous-estimé la puissance de la tech et maintenant, tout le monde est très très rentable, c'est mieux que prévu. On disait la même chose de décennies perdues à l'époque et bizarrement, ça s'est pas fait. Non, j'aimerais revenir sur le point juste avant de bulle Ouais. qui anéantit les mauvais business et qui garde que les business les plus survivalistes. C'est un très très bon point. C'est Warren Buffett qui disait quand la marée se retire, on sait qu'il se baignait tout nu. C'est vrai. Hein. Ouais. Et en 2000, tous les business nuls, pas rentables, qui n'étaient pas valorisés sur leurs bénéfices, mais ils étaient valorisés par leur nombre de clics. Les gars, il y a beaucoup de trafic dans ce site, mais ce site n'est pas rentable du tout, alimenté par la dette, c'était pas sain du tout pour le capitalisme. Donc, on aura ces genres de cycles-là. Maintenant, une question pour toi, Guillaume. Si on a un crash du genre 50%, 2008 ou 2000 qui arrive, est-ce que il y a des opportunités que tu as dans ta liste de courses que tu vois trop cher maintenant. Et si on a un crash de 50%, quels seraient les meilleurs candidats pour toi? Si tu peux en citer, je ne sais pas, 3 actions ou 5 ou même 2, tes meilleures opportunités si jamais on Ouais. a un crash de ce genre-là. Si on a un crash de 50%, c'est pas facile parce que dans les meilleures opportunités que j'ai, en fait, celles que j'ai en ce moment, je trouve qu'elles sont déjà à des prix intéressants. Mais dans des business de 50%, moi, il y a un truc que je regarde. Une des métriques que je valorise le plus sur un business, qui n'est pas une métrique chiffrée, c'est la satisfaction client. Excellent. C'est le business qui vise la satisfaction client parce que pour moi, peut-être que c'est un biais, peut-être que c'est faux et ça ne se passe pas comme ça, mais pour moi, à partir d'un moment où les clients sont satisfaits, le business peut que grossir. Et il y a un business qui représente ça mieux que n'importe lequel, enfin, du moins à ma connaissance, peut-être que je trouverai un autre business qui représente ça, mais pour le moment, à ma connaissance, c'est Amazon. Oui. Amazon, c'est moi la seule chose que je retiens par Amazon, c'est si tu as un problème, il résout le problème. Genre, si tu as un problème, tu es remboursé rapidement, il te trouve une solution. Tu as des problèmes, tu as toujours des problèmes. N'importe quel business, tu as toujours des problèmes. Mais Amazon a vraiment ce truc de client is king. Pendant un long moment, ça fait qu'ils étaient peut-être pas rentables ou pas aussi rentables qu'ils auraient dû être parce qu'ils priorisaient le client. Ils voulaient faire une livraison en un jour, qui n'est pas du tout rentable à l'époque. Maintenant, c'est limite. Si tu n'as pas la livraison en un jour, tu te dis peut-être que je ne vais pas acheter. Ouais, c'est fou. Ça a amené tellement de choses. Donc Amazon, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas forcément survalorisé Amazon. C'est quand même une valorisation qui reste accessible, surtout pour le business que c'est. Dans les trucs qui sont très valorisés, j'aime bien IDEX, les laboratoires IDEX, pour le diagnostic médical sur les animaux, etc. Ça, je trouve que c'est un peu cher. C'est un premium qu'on paye dessus, que je trouve qui est un peu trop élevé. On a également, je pense à Visa, Mastercard. Je trouve que pour moi, en tout cas, le premium est un peu trop élevé là-dessus. Certes, c'est des boîtes, tu sais qu'elles feront toujours des transactions, Mm. mais si les marchés baissent de 50%, je ne vois pas Visa ou Mastercard ne pas baisser. Ils ne baisseront pas de 50%. Ça, c'est quasiment sûr. On ne peut jamais être sûr, mais c'est quasiment sûr. Mais une baisse de 20%, je trouve que ce serait quand même un beau. Ça permettrait de rentrer avec un beau prix d'achat. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait des boîtes. Ouais, là, franchement, dans ce que j'ai en watchlist et qui m'intéresse vraiment, on a surtout du Amazon. Du Amazon, Visa, Mastercard, l'un ou l'autre, hein, peu importe, c'est plus ou moins pareil. Et ensuite, du potentiellement, mais j'ai encore un peu du mal, j'analyse encore le business, il y a des points où j'ai encore un peu du mal, du Microsoft, potentiellement. Si le premium est un peu moins élevé sur l'entreprise, je trouve que ça pourrait être intéressant. J'ai encore du mal un petit peu avec Meta. Très belle boîte, c'est exceptionnel ce qu'ils font sur les revenus, mais j'ai encore du mal un peu avec le fait que ce soit que du revenu publicitaire. Maintenant, si la boîte perd moins 50% comme en 2022, enfin en 2022 c'est 75%, bien sûr que j'investis. Mais
il faut vraiment qu'il y ait cette baisse, quoi. Meta, il me faut une baisse. Je n'investirai pas maintenant. Il me faut vraiment une baisse parce que le revenu dépend trop des publicités. Ouais. Donc, voilà globalement. Et après, si j'ai la chance de pouvoir anticiper un crack, si j'ai la chance d'arriver à savoir que l'année prochaine, c'est l'année du crack ou un truc comme ça, je pense que je mettrai une petite partie du portefeuille quand même sur des valeurs du style AutoZone, des valeurs du style Walmart, les supermarchés, parce que les gens, à la fin de la journée, ils vont quand même devoir manger, et sur les valeurs des distributeurs d'eau, donc les utilities, eau, électricité. Ça, c'est si vraiment je deviens mais vraiment convaincu à 100% qu'on va avoir un crack qui va arriver là, que c'est pas bon comme truc parce qu'on ne sait jamais hein, quand un crack arrivera. Attention, on ne le sait jamais, personne ne peut le dire, mais si je suis vraiment convaincu que ça me fait peur et tout ça, je pense que c'est vers ce type d'entreprise que je mettrai mon portefeuille Hmm. Ouais. pour protéger. T'aimes bien aussi le luxe. Mais on parlait de Ferrari, Hermès, qui sont toujours trop Ouais. chers. Ça pourrait te plaire. C'est des bons candidats d'entreprises trop Exactement. chères. Ferrari, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, on en parlait un petit peu avant. Ferrari, c'est la boîte, je pense que si on a une baisse de 40% qui vient ou 50% sur l'action, je pense que j'achète parce que c'est limite même plus pour la performance que j'achèterais, c'est pour la fame. C'est parce C'est que trop je bien. veux être actionnaire de cette boîte. C'est vraiment s'il y a vraiment si je devais avoir une seule voiture dans toute ma vie, il faudrait que ce soit une Ferrari, quoi. C'est vraiment la marque qui est vraiment tellement emblématique, tellement. Si je pense voiture, je pense Ferrari automatiquement, quoi. C'est Hmm. simple. Si je pense voiture, je pense soit Ferrari, soit Toyota. Ferrari parce que c'est le statut, quoi. C'est la fame, c'est magnifique, c'est des moteurs V12 atmosphériques exceptionnels, c'est incroyable. Toyota parce que tu sais que si tu mets la clé dans la serrure, elle va démarrer, elle va t'emmener du point A au point B. Alors que tu n'as pas énormément de marques qui sont aussi fiables que Toyota. Peut-être que tu pourrais avoir les Hyundai et tout ça, mais Toyota, vraiment, quand je vois une Toyota, je me dis, ouais, lui, il n'a pas de problème pour démarrer sa voiture. Il n'y a pas de souci qui fait. Ouais. Même l'hiver, il n'y a aucun souci. Ah Est-ce que ouais. toi, tu as des boîtes dans ta watchlist là, qui sont chères, mais que tu te dis, ah, si on a une crise. Ah, oh, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi S&P Global. Très bon. Très, S&P très Global. bon aussi. Le premium, je le trouve un peu élevé, surtout pour le marché actuellement. Mais je t'avoue que s'il y a une belle récession qui tape ou une baisse de 50%, je pense que S&P Global, ça me plairait beaucoup. Hmm. C'était durement impacté en 2008, hein. Bon, c'était une crise financière, donc normal. Tous les Ouais. MSCI, Moody's, S&P ont été durement impactés en 2009. Et Mais bon, surtout que c'était un petit peu à cause d'eux, quoi, la crise. Enfin, oui, oui, à cause d'eux clairement. dans le sens où ils avaient un peu merdé sur leurs ratings, quoi. Donc, Oh, ils ont contribué, oui, oui, clairement. ils ont, à mon avis, ils ont eu ce qu'ils méritaient, hein. Leur moins 80% dans la gueule, ils le méritaient clairement pour ce qu'ils avaient fait. C'était agréable, enfin agréablement sûr. C'est très surprenant que personne aille en prison pour ça. Ouais. Mais ça a fait le bonheur de Dev Kantesaryan. Ah oui, mais c'est fou, c'est fou. C'est Monish Pabrai et Dev Kotesaraya, ils se sont dit, mais attends, c'est des deals de fou. Ces business, Moody's, etc., étaient dans l'œil du cyclone et ils sont toujours rentables. Ils ont toujours survécu. Le business n'a pas été trop changé. Je veux dire, ils ont été tapés par la crise la plus dure depuis les 100 dernières années et ils sont dans l'œil du cyclone. C'est à cause d'eux. Et malgré ça, c'est des business qui sont toujours debout et très rentables. Je veux dire, en 2009, il y avait des opportunités vraiment de dingue, quoi. Après les retombées, hein, quand on a appris que personne n'allait aller en prison, que les business étaient quand même rentables et ça allait pas altérer le business, il y avait des opportunités de vraiment dingues. Et Dave Contessaria s'est régalé Et ça a mis dans du temps, hein. ses. Ouais. J'ai été très surpris qu'un S&P Global, tu sais, quand j'ai regardé un petit peu tout ça, moi, je me serais dit, OK, 2008, l'action, elle chute, mais elle va recommencer à remonter dès que les affaires sont finies. En gros, dès que on sait que ça ne va pas tuer forcément le business et que c'est bon. Mais la confiance a mis du temps. C'est qu'à partir de 2010, je crois, où ça a commencé à reprendre sa croissance normale et à retourner normalement. Et donc, ça laissait vraiment. Il y en a beaucoup qui se disent, bah, tiens, il faut investir dès que ça baisse parce que c'est le moment, etc. On ne pourra jamais avoir l'opportunité. Mais quand tu as une énorme crise comme ça, en fait, le pic, ça n'a pas fait un truc comme ça, quoi. Ça a resté un peu plat et hop, c'est à remonter tranquillement.
ça laissait largement le temps d'analyser l'entreprise et de pouvoir prendre sa position, quoi. Ouais, le temps que la confiance soit rétablie. Ouais. Est-ce que Ouais. toi, tu as des boîtes dans ta watchlist, si on a une baisse de 50% là, en 2025-2026? Ah, je vais me régaler. Ça va tuer ma performance. Mon CAGR va être explosé, mais il y a une boîte pareille dans le secteur financier qui était durement touchée en 2020, en 2009. C'est Fair Isaac, Ah ouais, FICO. FICO. Ils font les scores, les FICO scores aux US. Et c'est une boîte qui se vaut maintenant un truc du genre 80 fois les bénéfices. Et en 2009, durement touchée. C'est une boîte, si le marché tombe de 50%, ça va tomber de plus de 50%. Parce que la valorisation est extrême. Là, ça, en 2021, quand personne n'en voulait, 2021-2022, quand il y avait de la concurrence qui était là, qui venait émergente, il y avait un PI de 30. C'est monté à un PI de 100. Et là, ça commence à tomber vers un PI de 80 légèrement. Donc, toujours trop cher pour l'achat, clairement. Mais si ça redescend à un PI beaucoup mieux, 30 ou en dessous de 30, volontiers. C'est un business qui est en monopole. C'est un business qui a des parts de marché complètement ahurissantes. C'est un business qui a des marges dans son business de score qui sont à 90%. C'est un business qui a des revenus récurrents, qui a des bénéfices récurrents et qui a construit une relation de confiance avec tous les secteurs bancaires, finance toutes les banques depuis une cinquantaine d'années. Donc, c'est du costaud, comme on dit. Et ce qu'ils font avec leur cash, c'est très simple. Ils font pas d'acquisition stupide. Ils ont arrêté les dividendes en 2016-2017 et ils font du buyback. Ils font des rachats d'actions. Donc, très simple. Business model très simple. Business model très solide, très margé et ils font une bonne allocation de capital. Voilà. La tête est solide, c'est juste le prix qui est trop haut. Donc, ça sera peut-être Ouais. mon action directe à acheter en top 1, je dirais, si jamais ça tombe. Il y a. Surtout niveau rachat d'actions, vu le cash qu'il génère, C'est fou. ça m'étonnerait même pas si l'action perd 50% de voir 10% des actions rachetées dans l'année ou un truc comme ça. Ouais. Bah, ouais, ils ont fait quelque chose de similaire en 2021-2022, donc ils peuvent racheter énormément d'actions en un an. J'adore ces cas d'école. Et, un deuxième candidat serait TPL, Texas Pacific Land, bien sûr. Ouais. Vraiment monstrueux comme business. Business qui existe depuis 1888. Pareil, c'est du costaud, qui a des marges complètement ahurissantes, qui possède des terrains au Texas. Donc, c'est un business de royalties et ça se vaut un peu cher. J'ai acheté des petits pieds en 2020, vendu en fin 2024 parce que la valorisation était trop chère, du genre un PI ratio de 70, et ça retombe petit à petit, mais toujours pas à des prix d'achat accessibles. Si ça baisse de 50%, volontiers. Et je pense qu'avec juste ces deux actions, FICO et TPL, on outperforme un peu tout le monde, hein. Si le marché tombe de 50%, juste avoir ces deux actions, on fait le boulot. Amazon, bien sûr. Amazon maintenant se vaut à un PI de 30, quelque chose comme ça. Si c'est Ouais. coupé C'est en pour ça que c'est deux, compliqué avec Amazon, parce que la valeur ouais. est quand même intéressante maintenant déjà. Donc, Mais un PI de 15 pour Amazon, on en prend matin, midi, soir. On a à manger, à boire. On fait ouais, que ça toute la journée. je pars à la banque, moi, je vais faire des crédits. Je vais me faire 50 identités pour des crédits pour tout mettre sur Amazon. Exceptionnel. Comme autre business très cher maintenant, Hermès, bon, on est un peu chauvin. Donc, Ouais. bien sûr, Hermès, c'est un prestige de l'avoir. Et ça a toujours été très cher. Ça a toujours été très cher. On peut regarder l'évolution du PI ratio pour Hermès dans les 20 dernières années. Ça n'a jamais vraiment baissé énormément. On est toujours sur un PI ratio de 40 minimum. Pouah, c'est dur de trouver une bonne valorisation pour Hermès. Donc, oui, s'il y a un crash monstrueux, Hermès sera un bon candidat. Et je doute, même si on a un crash monstrueux, la valorisation ne va pas descendre à des niveaux du genre Je du pense pire. qu'Hermès, si tu arrives à le choper à un PE de 30, t'es chanceux. Voilà, c'est un deal, hein. Pourtant, non sur le papier, mais c'est un deal parce qu'il y Ouais. a la runway, il y a la longévité du business. On sait qu'Hermès sera là dans 30 ans, quoi. Et ça vaut un premium, ça, la Et longévité. surtout, le fait que dans le luxe, dans la mode et tout ça, c'est que leur putain de produit, c'est le même depuis 50 ans. Alors que tu as Louis Vuitton qui va innover, qui va faire des. Louis Vuitton, ça reste quand même très simple, mais ils vont quand même faire des nouvelles collections et tout ça. Balenciaga, on l'a vu avec tout le groupe Kering, avec leur Balenciaga, Gucci, etc., où on voyait en fait que c'était des marques de pure trend. C'est-à-dire quand ça avait le vent en poupe, quand le créateur était populaire, ça fonctionnait, mais maintenant que le créateur n'est plus populaire, ça fonctionne plus du tout, ça se vend plus.
Hermès, ça fait 50 ans que c'est du cuir, 50 ans que c'est du cuir noir ou orange marron, et c'est tout. Ils ne vont pas essayer de te faire des trucs extravagants, etc. C'est des trucs qui sont intemporels, c'est des trucs qui se transmettent dans la famille, c'est des trucs qui restent longtemps. Donc ouais, Hermès, ouais, ça, c'est pareil, moi je le mets Hermès et Ferrari, je les mets un peu dans le même panier. C'est pour moi le genre de truc où dans 50 ans, tout le monde en voudra toujours. Ouais. Et ça fait 50 ans qu'ils augmentent leur prix. Et je pronostique avec beaucoup de confiance que dans les 50 prochaines années, ils vont continuer d'augmenter leur prix un tout petit peu tous les ans, ou même beaucoup chaque année, à des niveaux supérieurs au niveau d'inflation. Ouais, leurs marges sont indécentes, hein. C'est fou, ça. C'est fou. Ouais, et puis contrairement à Louis Vuitton ou à Chanel, par exemple, leurs produits sont bien mieux qualitatifs. Un truc tout Ouais. con. J'ai acheté un carré Hermès en soie à ma compagne et une soie de chez Chanel aussi. La soie de chez Chanel, en un an, elle commençait à montrer des signes de faiblesse. La soie de chez Hermès, ça fait 3 ans. Quasiment la même qu'au début, quoi, hein. Excellent. Quasiment la même qu'au début. Ça n'a pas bougé. Alors celle de Chanel, c'est pas, c'est moins solide, quoi. C'est moins résistant. Pourtant, le prix est légèrement plus cher, je crois, chez Chanel. Donc Hermès, il y a aussi, en plus d'avoir le statut, il y a la qualité qui va derrière. Et il y a la Mm. qualité qui suit quand même, quoi. Ce qu'on a un peu moins chez Louis Vuitton ou chez les autres, je trouve. Ouais. C'est pas la même audience, c'est pas la même production, c'est pas le même approvisionnement. Ouais. C'est très très bon. Très très bon. Donc, Et ouais, ce serait une bonne liste de courses. si justement cette baisse de 50% arrive, tu disais tout à l'heure, quand je te demandais comment tu gérais les apports de capitaux sur ton compte, tu disais tu fais pas énormément d'apports, tu investis surtout dans ton business. Est-ce que s'il y a une baisse de 50%, tu réinvestirais toujours autant dans ton business ou là tu commenceras peut-être un peu plus à investir en bourse? S'il y a une baisse énormément, comme tu le disais, s'il y a une baisse de 50%, là, pour l'instant, la performance, elle est tout à fait correcte. Mais s'il y a une baisse de 50%, la performance ne sera plus tout à fait correcte. C'est-à-dire que ça va chuter. Et pour ce qui est des chaînes YouTube, business, investissement, peut-être que les vues vont tomber, les nombres d'abonnements vont tomber. Donc, niveau business, on n'aura pas une aussi forte demande. Donc, je pense qu'au lieu de réinvestir dans le business, je réinvestirai en bourse directement. Parce que, ouais, bah, exactement, tu as soulevé des bons points. Quand la bourse monte, il y a beaucoup plus de gens qui regardent du contenu de bourse, de stock picking, Ouais. parce qu'ils se disent que ça va continuer de monter. Et quand la bourse tombe, ils vendent tout. Et après, ils disent non, la bourse, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop spéculatif, j'aime pas. Donc, ouais, c'est une question de coût d'opportunité. S'il y a une chute énorme, même une chute de 30%, une chute de 30%, franchement, j'arrête de réinvestir de mon business et je réinvestis tout en bourse. 30%, c'est costaud. 30%, ça n'arrive pas tous les ans. 30%, la dernière fois qu'on avait une chute de 30%, c'était dans les 2009, hein. Depuis 2009, on n'a pas vraiment eu de crash. On a eu 2015-2016 où c'était flat. On a eu 2018 où le Nasdaq est tombé de 30% en décembre. Et on a eu 2020 un flash crack Covid de 3 semaines. Et 2022, un tout petit peu. Ça n'arrive pas vraiment souvent, donc il faut être prêt. Donc, euh, tu me diras, une chute de 30%, ça ne mettrait même pas les marchés dans un niveau bon marché. Si le PI ratio de maintenant du S&P 500, si le PI ratio est 28, une chute de 30%, c'est quand même convenable. Ça ne serait pas énorme. Si on a un PI Ouais, ratio de 30, ouais, on a l'avant-hier, ça fait 20, ouais. Ça ne serait pas monstrueux non plus. non, non, c'est pas monstrueux, mais c'est une chute de 30% au vu de la concentration dans les Max 7. Je pense qu'il y a moyen que les Max 7 ils se prennent un 60-70% s'il y a une baisse de 30% du S&P 500. Ouais. Et je pense que là, le Amazon avec un PI de 15-20 est atteignable, hein. Tu peux même avoir un Google avec un PI de 10-12. Ça serait fou, ça, hein. Ça serait fou, hein. Si, Parce ouais. que comme 2018, Apple, PI de 13, je crois. C'est ça? Ah ouais. Personne n'en voulait d'Apple en 2018. Personne n'en voulait. Camarade de fête, hop, 40% du portefeuille dans Apple. Ouais. C'était dingue. C'est, ouais. D'ailleurs, je me souviens, c'était une des premières actions que j'avais achetées, tout simplement parce que j'avais analysé la boîte et Warren Buffett en achetait plus en 2018. Il a commencé à acheter quoi en 2016? Donc là, en 2018, il a continué d'en acheter. Et 2018, j'en ai acheté ici et vendu récemment. Donc parfois, c'est très simple, hein. Parfois, il faut juste suivre Warren Buffett.
Et la prochaine question, j'aimerais bien savoir ton avis là-dessus, sur le cash de Berkshire Hathaway actuel. Là, bon, on a parlé d'Apple, il a acheté en 2018, il a vendu la moitié en 2024, il a vendu un peu de Bank of America et il a un bon portefeuille de cash maintenant. Je ne sais pas si tu as fait des recherches approfondies là-dessus ou tu as parlé à des gens qui sont plus experts sur le sujet, plus experts que nous. Tu la vois comment cette cash? Il Juste y a, il est trop gros ou bien quelque chose d'autre? il y a deux, trois choses. Déjà, la première chose, je trouve que beaucoup de personnes oublient, mais Berkshire Hathaway, c'est un business d'assurance. C'est-à-dire, c'est 50% ou 60% du business, c'est des assurances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a eu, je crois, 5 à 10 ans assez exceptionnels pour le secteur des assurances, où il n'y a pas eu énormément de catastrophes, où il n'y a pas eu énormément d'argent à sortir pour ces assureurs, il n'y a pas eu de nouvelles, de trucs qui font que les assurances avaient besoin de beaucoup de cash. Donc, potentiellement, qu'il faut aussi un cycle où ils risquent d'avoir besoin de ce cash là-dessus. Je crois qu'aussi que 2023-2024, il y a eu des lois très avantageuses pour les assureurs et tout ça, ce qui fait que ça pouvait leur permettre de générer plus de cash, qu'ils avaient besoin d'avoir moins de sécurité et tout ça. Et Warren Buffett, Berkshire Hathaway, si je ne dis pas de bêtises, c'est des assurances, mais c'est surtout un assureur d'assureurs. Donc, ça veut dire que si l'assureur fait défaut, c'est à Warren Buffett de ne pas faire défaut. Et étant donné que là, les business d'assurance, tu regardes les actions d'assurance, elles ont complètement explosé au cours des 2-3 dernières années. Il y a potentiellement une euphorie là-dessus. Donc déjà, potentiellement qu'on peut avoir, on va dire, un crack dans les assurances où les assurances pourraient faire défaut parce qu'elles ont mal géré. Donc Warren Buffett doit ne pas faire défaut. Parce que s'il ne fait pas défaut, déjà, potentiellement, il peut récupérer tous ses business d'assurance et donc faire de son conglomérat encore plus gros. Et pour ça, il a besoin de cash. Parce que s'il n'a pas de cash et qu'il y a un crack qui se passe, les banques risquent de ne pas prêter et il voudra garder un bon truc. Donc, il y a du cash là-dessus. Deuxième chose, c'est que quand même, ces actions, ça représente toujours 30 ou 40% de Berkshire Hathaway, ce qui est quand même une part qui est quand même pas mal. Le cash, ça représente aussi 30%. Je crois que c'est plus ou moins, si je ne dis pas de bêtises, plus ou moins pareil, la portion en cash et en actions qu'il a. Et la dernière chose, c'est que c'est 300 milliards en cash. Tu n'as pas beaucoup de boîtes que tu peux acheter avec 300 milliards en cash. Tu vas pas acheter, si déjà tu veux rentrer dans une boîte qui fait 10 milliards ou 20 milliards, c'est soit tu rachètes toute la boîte, soit tu ne peux pas vraiment rentrer parce que tu vas mettre 1 milliard. Ok, tu vas faire 50% tu vas faire 20% par an avec ce 1 milliard. C'est tellement petit que ça ne sert à rien pour Berkshire Hathaway. Donc, il devrait se retrouver à faire 300 investissements à 1 milliard où tu voudrais faire plus que le marché. Enfin, c'est littéralement impossible. C'est impossible, oui. C'est littéralement impossible. C'est trop gros. Donc, les solutions, c'est soit Berkshire Hathaway se fait diviser, quoi. Tu fais une scission de différents business et dans ce cas, peut-être qu'ils pourraient utiliser ce cash un petit peu différemment. Mais pour le business que c'est aujourd'hui, les marchés sont très élevés sur les boîtes qui pourraient acheter ou qui pourraient avoir une participation intéressante. Donc, tu ne peux pas faire grand-chose. Les boîtes qui seraient intéressantes, comme par exemple Google ou Amazon, c'est pas dans son historique d'investir là-dedans, c'est pas vraiment son cercle de compétences, c'est pas vraiment la mentalité de Berkshire Hathaway. Donc ça t'enlève déjà des opportunités. Dans les boîtes encore intéressantes, pareil, intéressantes, qui ont des market cap suffisamment intéressantes pour qu'ils rentrent sérieusement, mais t'as pas grand-chose. Donc, en fait, moi, je le vois pas comme le fait qu'ils pensent que les marchés vont baisser. Je le vois plus comme il n'a pas énormément de solutions devant lui, quoi. Il n'a pas énormément de solutions. Il doit prendre une précaution quand même pour ses assurances. Mais voilà, quoi. C'est juste, moi, je ne le vois pas plus loin que ça, quoi. Voilà, donc tous les gens envieux de Warren Buffett, j'échangerai pas ma place pour Warren Buffett, hein. C'est-à-dire que avoir ce problème d'avoir trop d'argent, c'est très frustrant. Très frustrant. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de taille d'éléphant qu'on peut racheter. C'est-à-dire que, comme tu le disais, hein, si on a une boîte de 10 milliards, il faut rester sous le seuil de 10% de la boîte. Ou sinon, à chaque fois, on doit disclose publiquement, chaque fois qu'on achète, qu'on vend, c'est assez pénible. Donc, si on réfléchit à acheter une boîte qui a une market cap de 100 milliards, déjà, il n'y en a pas beaucoup, des boîtes de 100 milliards de market cap, et on peut racheter que 10 milliards. Voilà, bravo, il leur faut plein des opportunités comme ça. Il faut qu'elles soient cheap, dans ton cercle de compétences. C'est
c'est monstrueux. Et Pas possible. si c'est impossible, c'est pas possible. Donc il est là avec ses obligations et il attend. Son cercle d'opportunités est tellement restreint, c'est c'est dingue. Bon point la réassurance aussi. Hein. Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est ouais, c'est très safe. Hein. C'est très safe. Non, Bon, c'est très safe et je sais pas, je pense ouais, que avec cette tendance qu'il y a sur les assurances en ce moment, moi, ça ne m'étonnerait pas que d'ici 5 ans, par exemple, il y ait 100 milliards de ces 300 milliards ou qu'il y ait 200 milliards de ces 300 milliards qui soient que sur des acquisitions privées pour acquérir de nouvelles assurances, qui seraient sur le point de faire faillite, qui ne pourraient pas payer leurs trucs et tout ça, et où c'est Warren Buffett qui vient acheter. Ça ne m'étonnerait pas. Après, est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. On ne peut pas prédire ce genre de choses, mais je ne serais pas surpris, disons, que ce cash serve à ça. ouais, il y a des rumeurs comme quoi Berkshire Hathaway rachèterait Chubb. Ah Euh, oui. ils ont pris une participation dans Chubb. La market cap de Chubb, c'est quoi? C'est 100 milliards. Le ticker symbol, c'est CB. Et ouais, market cap de 120 milliards. C'est possible, hein, ça serait complémentaire. Mais bon, ça, on est sur du pronostic, on est sur du, conversation de comptoir là. Donc, mais ça serait pas hallucinant non plus. S'il y a un crash pour Chubb, s'il y a une panique pour Chubb, il a déjà montré qu'il était intéressé, vu qu'ils ont Il a investi en montré qu'il était intéressé et puis ses ventes sont. Enfin, il fait quand même des petits achats. Enfin, il fait beaucoup de ventes, mais il fait des petits achats. C'est pas comme s'il était 100% vendeur. En Oui. soi, il est vendeur de Apple qui est clairement surévalué, Mm. qui représente 40% de son portefeuille boursier. Donc, enfin, s'il ne prend pas ses profits maintenant, j'ai presque envie de dire quand est-ce qu'il pourrait prendre les profits sur Apple? C'est-à-dire, si là, ce n'est pas l'opportunité pour prendre les profits, la boîte a des plus hauts historiques, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas augmenté leur chiffre d'affaires. Ouais. Ben, c'est bon, ça, c'est quand même un bon signe pour prendre des profits, surtout quand ça représente 40% du portefeuille. Donc ouais, je trouve que je pense que les gens ouais, spéculent trop sur Warren Buffett et oublient le cœur du business, qui est un business d'assurance qui a besoin de cash et que avec des marchés élevés, s'il était amené à devoir revendre ses actions pour financer les assurances pendant que les marchés baissent, il sait que ça détruirait sa performance, donc il préfère avoir du cash maintenant. Et Mm. surtout, en plus de ça, son éventail d'opportunités est tellement restreint qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais. Exact. Et moi, du coup, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que c'était la question que j'avais prévu de te poser, une des dernières questions que j'avais prévu de te poser. C'est justement la pile de cash de Warren Buffett et son accumulation. Comment toi, tu interprètes ça? Donc, Euh, marrant que tu me la poses. ouais, c'est vrai. Ouais, bah, c'est toute une question d'opportunité. Hein. Ça fait des années, des décennies qu'il dit que la taille est un problème et la taille va être une anchor to performance, va être une, euh, un poids sur la performance parce qu'il y aura moins d'opportunités. Et c'est exactement ce qui se passe, quoi. Et bon, il y a aussi une théorie qui dit qu'il vend ses actions d'Apple maintenant, parce qu'Apple, c'était, comme tu disais, 40-50% de son portefeuille, pour pas que son successeur, Greg Abel, soit le vilain qui vende les actions d'Apple. Et par exemple, s'il avait gardé ses 50% de portefeuille dans Apple et qu'il décède, et que Greg Abel, le nouveau PDG de Berkshire Hathaway, la première chose qu'il fait, c'est de vendre ses actions Apple, peut-être qu'il y aurait des mauvais articles de presse sur Greg Abel en disant, voilà, regardez, il détruit ce que Warren Buffett a construit, il détruit l'investissement préféré de Warren Buffett, mauvaise presse. Peut-être, il y a une probabilité non nulle que ça arrive. Donc, au Ouais. cas où, peut-être qu'il la joue safe. C'est une théorie, ça vaut ce que ça vaut. Personne ne saura si c'est vrai ou pas. Mais ce genre de sécurité à 94 ans me paraît pas déconnant. Pas déconnant de se dire, OK, on va réduire la pondération d'Apple un peu, on la coupe en deux, de 50% du portefeuille, ça tombe à 25% du portefeuille. Bon, c'est toujours la première position, non? C'est toujours sa première position, donc c'est quand même Toujours, ouais. massif. Mais voilà, on va la jouer safe, histoire que Greg Abel, le nouveau PDG, puisse déployer tous les actifs comme il le souhaite, sans avoir de mauvaise presse. Ouais, et puis cette taille, c'est un cadeau empoisonné d'être aussi gros. C'est horrible. Enfin, c'est quand même assez fou. On le voit aussi. Enfin, déjà, rien qu'à l'échelle d'un être humain, tu te retrouves dans un magasin de bonbons et que tu as un budget illimité, ben, tu sais limite pas quoi prendre, quoi. Alors, tu Mm. vas avoir ceux qui vont tout prendre, mais tu là, putain, en fait, je peux tellement tout prendre que qu'est-ce que je veux prendre? Que tu te mets à douter du bonbon que tu aimes parce que
parce que tu sais que potentiellement, tu peux avoir celui qui est plus cher et tout ça, et tu galères, quoi. Donc là, c'est des problèmes assez compliqués. Ce que j'aime bien avec Warren Buffett, quand même, c'est qu'il il a toujours été quand même très transparent. Et historiquement, quand il dit qu'il vend parce qu'il trouve que les marchés sont trop chers, il le dit, quoi. Pareil, quand il dit qu'il achète parce qu'il trouve que les marchés sont pas très chers, il le dit. Là, il dit oui, les marchés sont chers, mais c'est surtout qu'il y a d'autres. On est tellement gros qu'on n'a pas trop d'endroits où mettre notre argent non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Même problème pour ses lieutenants d'ailleurs. Ses lieutenants Ted et Todd, qu'il a recruté en quelque chose du genre 2012, 2014. Ça fait déjà quelques années qu'ils travaillent ensemble et ils gèrent une partie, peut-être 30 milliards du portefeuille. Donc quelques pourcentages du gros portefeuille de Berkshire Hathaway est géré par deux nouveaux lieutenants qui, au décès de Warren Buffett, vont prendre le contrôle aussi de plus du portefeuille. Avant d'être recrutés chez Berkshire Hathaway, ils géraient leurs propres fonds et ils avaient une performance superbe, aux alentours de 20% par an. Depuis qu'ils ont rejoint Berkshire Hathaway et qu'ils gèrent des sommes astronomiques, ils sous-performent le marché. Donc, même si on a un manager de génie, c'est horrible pour eux. J'aimerais pas être à leur place non plus. Parce qu'il y a un article de, je ne sais plus si c'est Wall Street Journal, Barron's ou quelque chose comme ça, qui était sorti en 2024 pour comparer leurs performances en disant, ben voilà, depuis que ces deux lieutenants ont rejoint le paquebot, les performances sont pas exceptionnelles. Donc, bon courage à eux, mais c'est pas un job qu'on souhaite avoir, nous, les petits Ouais. investisseurs à côté. La taille est horrible et très peu de personnes en parlent, ce qui est dommage, mais bon, on leur souhaite tout le courage. Tout le courage. C'est très dur quand les marchés sont élevés de trouver des opportunités quand on a 30 milliards à gérer. C'est impossible. C'est Lilu, je crois, qui en avait parlé un petit peu, qui disait que Charlie Munger ou Warren Buffett, enfin les deux, hein, ils voulaient le débaucher, ils voulaient qu'il vienne travailler chez Berkshire, ils voulaient travailler ensemble, il a toujours refusé. Et ça se comprend hein, maintenant, ça se comprend, parce que Lilu serait pas autant une légende, entre guillemets, maintenant, s'il avait travaillé chez Berkshire, parce qu'il aurait probablement jamais eu la performance qu'il aurait eu maintenant. Voilà. Parce que ça, certes, tu as plus d'argent à investir, mais derrière, c'est assez compliqué d'aller chercher toute cette performance. Et cette taille, ça joue. Je vois le même problème chez. Pour ça aussi que cette boîte, j'ai du mal à investir dessus. Constellation Software. Ok, ouais. Dans la Ok. mesure où leur business est simple, ils font des acquisitions et ça leur permet de rajouter. Mais sauf que il y a un moment où il n'y aura plus d'acquisition à faire tellement ils seront gros, enfin plus d'acquisition intéressante. Et donc ça veut dire soit le volume d'équipes qu'ils devront avoir pour accumuler un nombre d'acquisitions intéressantes à petite échelle par rapport à leur taille, ou eux, je crois que même le CEO, il le dit, notre taille maintenant, c'est le problème parce que on ne va pas racheter une entreprise pour 100 millions, même si elle est exceptionnelle parce que on est trop gros pour ça. Et des entreprises à 10 milliards, il n'y en a pas des masses, quoi. Il n'y en a pas des masses, ça court pas les coins de rue, donc c'est assez compliqué. Donc en plus, excellente boîte, excellent CEO avec Constellation, il est marrant en plus avec sa barbe et avec son look et tout ça. Mais ouais, je pense que c'est le même problème que Berkshire qu'ils peuvent avoir, c'est que tellement gros qu'ils ne peuvent plus vraiment faire grand-chose avec le cash. Bon, ils font du rachat d'actions, du dividende, mais au bout d'un moment, ça a des limites, quoi. Voilà. Donc, quiconque regarde cette vidéo, écoute ce podcast, soyez très content d'être petit et de ne pas gérer des milliards parce que c'est chiant comme problème à avoir de gérer plusieurs milliards Ouais. et d'être trop gros. Il vaut mieux être petit et faire ses performances, faire son bon bout de chemin, être satisfait. On aura toutes les opportunités qui sont dispo. Et on le voit tellement, il y a tellement de fonds comme ça, de fonds d'investissement qui disent bon, on ne prend plus de clients. Une fois qu'ils atteignent 10 milliards, par Exact. exemple, on ne prend plus de clients, sinon ça nous détruit. C'est Jim Simons, Renaissance Tech, Oui, avec leurs 60% depuis 50 ans, là. Enfin, leur truc insane. c'est fou, hein, c'est fou. Où eux, je crois que le fonds, pendant 10 ans, tu pouvais mettre ton argent, et puis après 10 ans, ils ont arrêté parce que sinon, ils ne pourraient plus faire ces 50% par an. C'est Et fou. donc, Ben, c'est exactement ça. ouais. C'est dingue. Il y a plein de fonds comme ça qui ferment leurs portes en disant non, on veut rester petit parce qu'on veut faire du 20% par an, les gars. Donc, si on est trop gros, on ne pourra pas faire ce 20% par an. Notre réputation va être entachée, nos clients ne vont pas être satisfaits. Nos clients veulent du 20%, on fait du 20%, mais il faut être petit pour ce genre de conditions. Ouais. C'est fou. Donc, c'est un truc important à prendre en compte aussi. Ce que je te propose, on va faire un petit mot pour la fin. Si là, il y a par exemple un auditeur qui nous regarde et qui a un peu peur avec son portefeuille. Il a commencé à investir, on va dire, en courant 2022, début 2023, quand il a eu cette belle hausse 2023, cette belle hausse 2024. Là, il expérience potentiellement
sa première année avec on va dire une belle chute. Je crois que le Nasdaq a quand même perdu 10 ou 15%, donc c'est quand même pas mal. Même si on a eu plus ou moins une chute pareille en août, mais ça a été tellement court que ça compte pas vraiment. Qu'est-ce que tu lui dirais, soit pour le rassurer, soit pour... qu'est-ce que tu lui dirais? Ça s'il dit, voilà, je suis comme ça, je sais pas quoi faire, je panique. Ouais, en général, quand on panique, on regarde beaucoup de vidéos YouTube de gens avec des miniatures rouges, des gens qui disent voilà pourquoi ça panique, et on On cherche une mettra une boule de miniature rouge cristal. alors. On mettrait une rouge fluo, boum, comme ça. Crash, on dit qu'on a parlé de crash de 50%. Crash 50% devant nous. Voilà, ça, c'est un C'est bon bon, truc on a la cliquable. miniature, ça y est. Voilà, On a c'est la bon. On a la miniature et le miniature. titre. Ah ouais, ben on cherche à se rassurer, on veut une Madame Irma, on veut une boule de cristal, c'est toujours comme ça, hein. De toute façon, peu importe les années d'expérience, parfois on a besoin d'être réconforté, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça arrive. C'est très marrant parce que c'est le cas d'école. J'ai un élève qui a rejoint mon accompagnement qui est exactement dans cette situation. Il a commencé à investir début 2023. Tu parles, super bon timing. Début 2023, ça monte 20%. 2024, ça monte 20%. Et là, il a pris de plus en plus de risques parce qu'il a pris la confiance au bout de 2 ans. Il s'est dit, bon, le marché, c'est facile. Je vais essayer dans une entreprise rentable. Ça monte facile. Et là, il a 6 mois, 9 mois de performance qui se sont éteints en un mois. Donc, il est vraiment déçu, frustré, stressé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vendre plus? Et qui plus est, il regarde des vidéos YouTube qui anticipent un crash de 30%, 50%, à cause de nous d'ailleurs, vu qu'on va mettre 50% dans le titre. Non, je ne sais pas si tu vas mettre ça comme titre. Donc, c'est très stressant. Le conseil le plus simple, c'est de faire une revue de son portefeuille. Déjà, combien d'actions on a dans son portefeuille? Est-ce qu'on en a 10? Est-ce qu'on en a 50? Si on en a 50, c'est impossible à surveiller. C'est vraiment beaucoup, je pense. Donc, autant réduire le nombre d'allocations. Comment on sait quoi vendre? Celle où on a le moins de conviction. Celle où on n'est vraiment pas sûr de soi. On ne sait pas si on connaît vraiment le business. Déjà, on peut éliminer quelques actions comme ça. Donc, de 50, on peut descendre à 35 déjà en faisant ça. Sur les 35 restants, si on a un portefeuille qui est assez diversifié, on regarde la valorisation. C'est peut-être le plus important dans ces marchés volatiles. C'est quoi la valorisation de nos boîtes? Est-ce qu'on a des boîtes qui se trade à 10 fois les bénéfices, PI ratio de 10, ou bien PI ratio de 50? Et toujours le comparer au S&P 500. Là, si le PI ratio du S&P 500 est 28, je dirais tout ce qui a un PI ratio au-dessus de 40, 50 est très très cher. Donc, si, je dis ça, le même conseil que je donnais à mon élève, il a pris la confiance 2023 et 2024, ça veut dire qu'il a pris de plus en plus de risques et il a acheté des actions qui étaient à des PI ratio de 70. Bon, euh, peut-être que ça vaut le coup de s'en débarrasser. Ça dépend de la situation, etc. Hein. Mais peut-être que ça vaut le coup de s'en débarrasser. Deuxième élément d'action à se débarrasser, c'est les entreprises qui sont spéculatives, qui ont eu beaucoup de hype, beaucoup d'euphorie en ce moment, parce qu'il y a un fondateur qui est stylé, parce que le bénéfice a doublé en un an. Il y a plein d'actions retail, on appelle ça, qui sont beaucoup, dont on échange beaucoup de mots, beaucoup de vidéos YouTube. Je ne vais pas citer de noms, mais il y en a beaucoup, énormément. Si j'en cite, je vais en oublier quelques-unes, donc pas la peine. Et je dirais que si on a une action dont le business n'a pas été prouvé pendant les 5 dernières années, un business pas rentable, un business où la croissance est en dents de scie, peut-être que ça vaut le coup de s'en débarrasser. Parce qu'en général, c'est les premiers business qui se font tuer dans un marché baissier. Si c'est un business pas rentable, pas stable, qui a jamais vécu de correction auparavant, peut-être qu'à la prochaine correction, le marché tombe de 20%, c'est une action qui va tomber de 70%. Ils vont se faire tuer parce qu'ils n'ont pas le track record. Ils n'ont pas le passé d'avoir survécu 2008 à l'époque. Donc voilà, on peut regarder deux choses, valorisation et le track record de la boîte. Est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle est stable? Et je pense qu'avec ces deux éléments, on peut éliminer toutes les actions du portefeuille dont on n'est pas sûr et seulement garder le meilleur. Et en général, en moyenne, si on garde ce genre d'opportunités, les meilleures opportunités, ça ira. Si le marché monte, bah c'est très bien, hein. On va pouvoir reprendre la confiance et encore avoir des gains en 2025-2026. Et si le marché tombe, bah on connaît les business très bien, on les connaît sur les bouts des doigts, on a des valorisations qui sont correctes et les business vont retracer, le prix de l'action va tomber, mais on ne va pas avoir des baisses de 70%. C'est exactement ce qu'on veut éviter. Le but de l'investissement, c'est de survivre sur le long terme. Hein. Si on se fait wash out, on se fait éliminer avec un moins 80% en un an,
C'est dur de remonter. C'est très, très dur de remonter. Alors qu'un moins 20, ça va, ça se fait. Si on tombe de moins 20, il faut quoi? Il faut un plus 25% pour remonter. Si on fait non, faut vraiment se prendre un moins 80% dans la tête en un an, c'est pas remontable limite. C'est vraiment horrible. C'est exactement Surtout ce s'il qu'on n'y a veut pas de éviter. cash à rajouter. Exact. Parce que si tu as du cash à rajouter, que tu prennes moins 80%, tu sais, si tu as rajouté du cash pendant cette baisse de moins 80% et que tu as acheté, tu devrais pouvoir remonter. Ce ne sera peut-être pas en un an, mais en 5 ans, ça devrait remonter. Mais si tu n'as pas de cash, si tu as un portefeuille fixe et que tu veux le gérer, ce portefeuille, que ça prend moins 80% en un an, c'est vrai que là, c'est C'est horrible. Et même pour le moral, c'est horrible. C'est horrible. ouais. On se sent nul, on se sent hyper stressé. C'est pas bon pour la santé, quoi, de pas dormir la nuit. Le but, c'est d'avoir un portefeuille où on dorme bien la nuit. On se dit, bon, Mastercard, même si on a une mini-crise, même si le marché tombe de 20%, c'est Mastercard. Je veux dire, ça va pas faire faillite, ça va. Alors que si on a une toute petite boîte qui n'a jamais été rentable, qui est spéculative sur une industrie toute niche, qui n'a pas été prouvée dans le temps et qu'on a payé un prix super cher, je dormirai pas la nuit, bien comme il faut. Ouais. Le but, c'est de préserver sa santé avant tout. On fait de l'argent, mais on veut survivre assez longtemps pour voir son portefeuille grossir. Si on meurt avant, ça vaut pas la peine. Il faut pas avoir de stress dans la vie. Voilà, on est sûr. Je termine le podcast sur une parole zen. Voilà, bon pour tout le monde. Magnifique. Donc, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien de conclure là-dessus. Ça permet déjà d'être un peu plus serein, de savoir ce qu'il faut faire aussi pour éviter de se prendre à moins 80%. Alors, en général, de ce que j'ai pu observer, moi, chez mes clients et tout ça, je pense que tu pourras confirmer, il y a deux raisons qui font qu'un portefeuille ne va pas du tout performer. C'est soit c'est des mauvais business qui sont dedans, soit c'est des business qui ont été achetés beaucoup trop cher. C'est toujours une de ces deux raisons. C'est rarement qu'il y a autre chose. En général, c'est soit que c'est un mauvais business, soit que c'est un business qui a été acheté trop cher. Et après, bon, le pire, c'est un mauvais business acheté trop cher. Ah ouais. Là, c'est, on va dire, c'est ton karma qui revient sur toi. Tu as dû faire quelque chose de mauvais dans ta vie précédente ou tu as dû. Mais avoir les deux, c'est ça en général qui fait que le portefeuille va mal performer. Donc, il faut, je pense qu'à la fin de la journée, baisse de 50% ou pas, si tu te concentres sur des bons business que tu n'achètes pas trop cher. A priori, si tu les achètes légèrement trop cher, tu auras 2 ou 3 années peut-être de sous-performance, mais sur le long terme, ça se gommera. Mais par contre, si tu les achètes bien trop cher, je pense notamment à des trucs un peu comme FICO maintenant ou Arista Network, Manhattan Associates, qui sont des très bons business, mais qui sont arrivés à des valorisations tellement énormes que là, te prendre moins 30%, c'est normal, quoi. C'était tellement élevé qu'il fallait bien que ça arrive. Donc, je pense que ouais, ça permet de calmer un peu le jeu et les gens accepteront la miniature à moins 50% comme ça. Comme tu veux, hein. On va voir. On va voir. Bon, merci beaucoup de l'invitation en tout cas. C'était très, très sympa. Comme Avec la première plaisir. fois, je me suis régalé. Avec plaisir, toujours un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Et merci pour toutes les insights que tu nous as partagés. Je pense que les gens apprécient. Ah, un plaisir. Je Merci mettrai encore. les liens de ta chaîne qui est en anglais dans la description. Comme ça, pour ceux qui veulent aller découvrir son travail, je vous invite à aller voir sa chaîne. Il y a de très belles choses qui sont partagées. Parfait. Bon, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci d'avoir visionné. Ciao, ciao à tous.